Mes chers compatriotes, le président de la République, M. Macron, a annoncé ce mercredi 14 octobre de nouvelles mesures très dures, de nouveau, de restriction des libertés publiques, en prétendant lutter contre une deuxième vague d'infection à la Covid-19. Il a notamment décrété un couvre-feu au-delà de 21 heures et jusqu'à 6 heures du matin en Île-de-France et dans 8 métropoles, et ceci pour 4 à 6 semaines. Il a laissé entendre que l'on pourrait avoir des mesures restrictives jusqu'à l'été 2021 maintenant, c'est-à-dire bientôt 1 an et demi après le début de l'épidémie. Il ne cesse de reporter à plus tard ce délai. Le gouvernement français semble donc considérer que le virus ne s'attrape pas dans le métro quand on est serré aux heures de pointe pendant la journée, mais qu'il peut s'attraper la nuit. C'est un virus noctambule. Pour arriver à une si brillante conclusion, il doit s'agir d'un gouvernement de nyctalopes, cet adjectif qui signifie qui voit la nuit. En introduction, je voudrais faire un point de situation sur l'épidémie de Covid-19, avec d'ailleurs des comparaisons internationales. Il faut quelques instants revenir sur les faits, car le gouvernement et les médias changent en permanence d'indicateurs, ce qui empêche de bien saisir la réalité des chiffres. En effet, il y a, depuis quelques semaines, une augmentation rapide des tests positifs. C'est un fait. Mais, comme le dit M. Hans Kluge, le directeur Europe de l'Organisation mondiale de la santé, je le cite, « Nous enregistrons 2 à 3 fois plus de cas par jour par rapport au pic d'avril, mais nous observons toujours 5 fois moins de décès et le temps de doublement des admissions à l'hôpital est toujours 2 à 3 fois plus long. » En d'autres termes, il y a une augmentation beaucoup moins rapide que celle des tests positifs du nombre de personnes placées en réanimation. Et comme le nombre de décès n'augmente pas ou très peu, on peut considérer que le virus, pour l'instant, est beaucoup moins mortel, beaucoup moins létal. On assiste depuis le mois de mai à une très faible augmentation, pratiquement pas d'augmentation du nombre de décès. Alors, pour beaucoup de personnes, comme par exemple le célèbre professeur Toubiana, dans les régions qui ont déjà connu la première vague, l'épidémie a déjà atteint la plupart des personnes qu'elle avait le potentiel d'infecter gravement. C'est notamment le cas de la région Grand Est qui désormais apparaît comme prémunie contre le reste de la France. Aujourd'hui, ce que l'on voit, ce n'est pas une épidémie, c'est simplement des micro-épidémies, si vous voulez, dans des toutes petites localités, dans des lieux comme ça, où des gens n'ont pas été touchés encore. Et ça s'explique parce que le virus a de plus en plus de difficultés à trouver des personnes susceptibles d'être atteintes. On l'a expliqué déjà hier, et c'est vrai que notamment dans des régions qui ont été fortement impactées en mars, on reprend pas. Je pense à Mulhouse par exemple, où il y a quasiment pas de cas. D'autres médecins font encore valoir que l'on ne sait pas interpréter les chiffres en France, et surtout il y a énormément de flou dans la méthode de calcul qui est utilisée par le gouvernement. Il manque par exemple systématiquement pour les tests PCR les types d'appareils, les modes opératoires utilisés, les écart-types qui sont pourtant obligatoires pour toutes les publications scientifiques concernant des analyses. Forcément, il y a un problème de calcul choisi volontairement pour faire peur aux citoyens. Qui dit ça? C'est le docteur Didier Montet, spécialiste de la gestion des crises sanitaires à Montpellier, et lequel précise d'ailleurs qu'il y a en réalité actuellement 0,0000004 morts par habitant et par jour en France. Elle est là la réalité. On est actuellement sur une moyenne de l'ordre de 25 morts par jour. C'est 25 morts de trop, bien entendu, et ce sont des décès tragiques comme tous les décès. Mais pour l'essentiel, ce sont d'ailleurs des personnes souvent très âgées qui sont atteintes d'autres pathologies. Et puis, il faut comparer ce nombre au nombre des décès quotidiens qui sont de l'ordre de 1650, et notamment parmi lesquels il y a chaque jour 480 personnes qui décèdent par exemple d'un cancer ou qui décèdent d'une maladie cardiovasculaire. Monsieur Macron, qui, vous l'avez noté lors de son intervention, n'a présenté aucune carte sur les évolutions
des décès, n'a retenu que les indicateurs qui font peur et a mis à l'écart tous les autres. C'est en ce nom-là qu'il vient de restaurer les mesures d'exception de l'état d'urgence et de décréter le couvre-feu pour plus de 20 millions de Français. Ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et donc la décision que nous avons prise, c'est en effet un couvre-feu. À moi, la première réaction que je voudrais faire, c'est que M. Macron n'est pas légitime pour décider seul de ces mesures gravement attentatoires aux libertés publiques. Il faut ici rappeler qu'il est président de la République. Il n'est pas le roi de France. Il n'est pas Nicolae Ceausescu. Il n'est pas tel ou tel potentat. Il a le devoir, comme le confirme l'article 5 de la Constitution, de défendre l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et le respect des traités. Mais il n'est pas le chef du gouvernement. Il y a un Premier ministre, il y a un ministre de la Santé, il y a aussi, faut-il le rappeler, des députés et des sénateurs qu'il doit consulter. Et puis, il peut aussi consulter la population française. Parce que nous sommes quand même dans une situation où M. Macron donne constamment la parole à une poignée de médecins, le conseil scientifique qui n'est élu par personne, ou bien telle ou telle Madame Karine Lacombe et quelques autres personnes qui sont mêlées à des conflits d'intérêts extraordinaires, alors que des centaines de médecins et de sommités médicales, on n'en parle pas. J'ai eu l'occasion de citer ce scandale avec l'affaire du JDD, du journal du dimanche, qui a censuré une tribune qui était signée maintenant par plus de 300 médecins spécialistes qui disent qu'il faut changer la politique vis-à-vis de la Covid-19, et le JDD a fait mousser une lettre signée par 7 médecins, dont la moitié d'entre eux ont des conflits d'intérêts et sont payés grassement par des entreprises pharmaceutiques. Je pense par exemple à ce scandale absolu de Madame Lacombe qui touche 222 000 €, elle-même l'a dit, de laboratoires pharmaceutiques. Enfin quand même, pourquoi M. Macron fait-il ce choix ? Puisqu'il y a des divergences d'opinion entre les médecins, et nous allons le voir entre les pays, puisqu'en fait on ne sait pas vraiment ce qu'il faut faire de façon absolument certaine, eh bien j'estime que ça n'est pas M. Macron tout seul, dont on peut soupçonner qu'il ait des arrière-pensées de nature diverses et variées, j'y reviendrai tout à l'heure, qui doit décider de l'avenir de notre pays. Je l'ai déjà dit, j'y reviens, je pense qu'au point où nous en sommes arrivés, ce sont les Français eux-mêmes qui devraient être consultés par référendum. D'ailleurs, dans son discours, dans son entretien, M. Macron a expliqué, je le cite, « On s'était habitué à vivre comme des hommes libres. » Il faut comprendre en creux qu'il va falloir y renoncer. Il va falloir y renoncer prétendument au nom de la solidarité. Je vais revenir sur la solidarité. Mais ça n'est pas M. Macron à décider tout seul que les Français ne vont plus être des Français, parce que je signale que le mot français, ça veut dire homme libre. Il n'a pas le pouvoir de suspendre les libertés publiques de toute la population sur la base de théories médicales contestées par de plus en plus de spécialistes. En réalité, et je le dis de façon très sérieuse et très solennelle, le vocabulaire de M. Macron est un des vocabulaires guerriers. Il utilise le mot guerre, le mot état d'urgence, le mot couvre-feu. C'est complètement inadapté et complètement hors de propos à la gestion d'une épidémie en général, a fortiori pour la gestion d'une épidémie qui n'existe plus. Puisque, comme l'a rappelé le professeur Toubiana, une épidémie, c'est lorsqu'on assiste à une augmentation exponentielle, non pas de tests positifs, mais du nombre de décès. Or, il n'y a pas d'augmentation, ou très très peu de nombre de décès. Ça n'a rien à voir avec le mois de mars-avril. On pouvait parler d'une épidémie en mars-avril, on ne peut plus en parler aujourd'hui. 500 le 7 septembre, 1535 un mois et demi plus tard. Est-ce que c'est exponentiel ou pas ? On va essayer simplement de réfléchir. Regardez les mêmes chiffres lorsqu'on était réellement en épidémie. Oui. C'est-à-dire de combien était-on passé entre la première semaine au moment où on a dépassé un seuil épidémique, parce que ça, on ne parle pas non plus de ce qu'on appelle les seuils épidémiques.
entre la première et la deuxième semaine, vous verrez que les chiffres sont affolants. On m'a toujours dit, regardez, ça va augmenter exponentiellement, et moi j'observe que ça n'augmente pas. Donc il faut faire une vérification après coup. Donc vous me dites, rendez-vous dans 15 jours, et puis on aura rendez-vous dans 15 jours, et vous verrez, ça n'augmentera pas exponentiellement. En revanche, le discours guerrier de M. Macron, s'il ne s'applique pas du tout à la situation actuelle, ce qui laisse un malaise persistant. Je vois des personnes comme Mme Ségolène Royal qui le dit « Pourquoi tient-il ce discours anxiogène ?» Beaucoup de gens « Pourquoi fait-il peur ?» Eh bien ce discours, et je suis désolé de le dire, mais il faut bien que quelqu'un le dise. Ce discours est parfaitement adapté à une prise de pouvoir dictatoriale subreptice par M. Macron et son clan. D'ailleurs, c'est le deuxième point. L'expérience étrangère ne justifie absolument pas ces mesures. L'Organisation mondiale de la santé elle-même a reconnu que les nouveaux confinements ne serviraient à rien. Monsieur Macron, on remarque que d'autres pays ont lutté bien plus efficacement contre la Covid-19. La Corée, bien entendu, Taïwan, bien entendu, mais la Chine aussi. On sait qu'à Wuhan, épicentre de l'épidémie, la vie a repris son cours sans aucune distanciation particulière ni masques en extérieur. L'épidémie est considérée comme terminée. Monsieur Macron, pourquoi lors de votre entretien, les journalistes ne vous ont pas demandé ce que vous en pensiez ? Pourquoi en France, nous ne sommes pas dans la situation de la Corée, de Taïwan, de la Chine ? Pourquoi ? Et si l'on veut s'en tenir à plus proche de nous, la Suède. La Suède a adopté une stratégie très différente depuis le début, puisque le gouvernement de Stockholm a décidé de ne rien changer à la vie quotidienne. Depuis le mois de mars, il n'y a eu pas de confinement, pas de masque. Alors, dans un premier temps, il y a eu une flambée de décès, c'est exact. Et le nombre de morts par habitant en Suède a monté assez rapidement, a dépassé le taux français, mais est inférieur au taux que l'on trouve en Belgique ou au taux que l'on trouve aux États-Unis ou au Brésil. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Seulement depuis le mois de juin, il y a eu un effet probablement d'immunité collective, et depuis le mois de juin, il n'y a plus de morts. Aujourd'hui, en Suède, jour après jour, vous avez 0 mort, 1 mort, 0 mort, 0 mort, 1 mort. Monsieur Macron, pourquoi les journalistes ne vous ont pas demandé ce que vous pensiez de la courbe en Suède ? Parce que la différence entre la Suède et la France, c'est que désormais le taux de morts par million d'habitants en France ne cesse de monter et de se rapprocher de celui de la Suède. Il va probablement le dépasser rapidement. Mais en plus de cela, le gouvernement suédois n'a pas détruit l'économie suédoise. Le gouvernement suédois n'a pas poussé des milliers de restaurateurs, de tenanciers de bars, de brasseries, de cinémas, de théâtres, de touristes. Il ne les a pas poussés à la faillite. Au bout du compte, il n'y a que quelques pays d'Europe occidentale ou de l'OCDE qui, pour l'essentiel, se laissent aller à une fuite en avant de plus en plus restrictive, mais dont l'efficacité médicale n'est pas démontrée. D'ailleurs, on ne s'interroge pas suffisamment sur la stratégie. La stratégie suivie par M. Macron, elle ne peut faire que retarder les infections. Elle ne vise pas à éliminer l'épidémie. On n'a jamais tué un virus avec un masque. On n'a jamais tué le virus avec l'éloignement. On n'a jamais tué le virus avec la distanciation sociale ou avec le couvre-feu. Avec toutes ces mesures, on ne fait que rallonger l'épidémie, lisser l'épidémie pour que le virus se développe moins rapidement. Mais en permettant que ça se développe moins rapidement, ça ne fait que rallonger la crise économique. Ça ne fait que faire augmenter le nombre de faillites, ça ne fait que faire augmenter le nombre de chômeurs. Et pourquoi fait-on ça ? C'est M. Macron lui-même qui l'a reconnu dans son allocution. Il a dit que les mesures restrictives, avec leurs conséquences désastreuses, ne sont qu'un moyen de décharger l'hôpital public d'un afflux de patients. C'est le point numéro 3. En réalité, le gouvernement, depuis le mois de février-mars, n'a rien fait de ce qu'il aurait dû faire
pour prévenir les conséquences de l'épidémie. Le gouvernement, tel la cigale dans la fable de La Fontaine, la fourmi et la cigale, le gouvernement a passé l'été à chanter, à tergiverser sur les masques. Et M. Macron lui-même a préféré faire son bureau à la feuille d'or pour 900 000 euros. Il paraît que ça ne pouvait pas attendre. Il avait fait déjà refaire la salle des fêtes, etc. Mais plutôt que de s'intéresser à tout ça, le président de la République et le Premier ministre n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour investir massivement dans le secteur de la santé, déjà très fragilisé par les mesures restrictives budgétaires prises depuis des années, et pas seulement d'ailleurs par Macron, mais aussi par Hollande, mais aussi par Sarkozy, parce que c'est droite et gauche confondues dans cette histoire, à la demande des grandes orientations des politiques économiques exigées par Bruxelles. Le système hospitalier était exsangue au début du mois de février. M. Macron avait dit qu'il avait bien compris qu'on allait voir ce qu'on allait voir. Le gouvernement savait qu'il y avait des besoins importants à anticiper du fait de la fatigue des soignants, du fait de l'obligation de séparer dans des chambres individuelles les patients Covid, du fait de la nécessité d'assurer la continuité des soins qui avaient été suspendus pendant le confinement. En particulier les personnes souffrant de tumeurs, de maladies cardiovasculaires, de maladies auto-immunes, les patients au long cours ou bien sortant d'un service d'urgence. Il y a énormément de gens à soigner en France. Il n'y a pas que les gens qui sont atteints par le Covid. Eh bien, le gouvernement n'a rien fait depuis le mois de mars pour préparer les hôpitaux. En particulier les services de réanimation. Il n'a rien fait en perspective d'une éventuelle remontée du nombre de patients. On sait même qu'au contraire, il y a eu des suppressions de postes dans certains hôpitaux publics. Et je ne veux pas rappeler la prodigieuse impréparation qui avait fait jour au moment de la première vague, lorsque l'on s'était aperçu de tous les errements du proche passé, notamment la destruction des stocks de masques dont on avait besoin au moment de l'épidémie et plus maintenant. Par ailleurs, le gouvernement, au lieu d'empêcher les restaurants, les hôtels, les théâtres, les brasseries, les cinémas de fonctionner, il aurait pu prendre, s'il voulait vraiment lisser l'épidémie, il aurait pu prendre des mesures pour mieux favoriser l'enseignement à distance ou le télétravail, ou pour imposer aux entreprises de décaler des horaires du plus grand nombre possible de salariés. On sait que les principaux lieux de contamination sont l'école, le monde professionnel et les transports pour se rendre au travail. Dans ces conditions, on aurait pu faire, vous savez, comme lorsqu'il y a des jours alternés parce qu'il y a trop de pollution, on aurait pu dire qu'il y avait, mettons, diviser les entreprises en trois groupes. Celles dont la raison sociale, le nom commence par entre A et je ne sais pas, et F ou G, qui auraient dû commencer à 8h du matin. Celle entre G et M aurait dû commencer à 9h du matin. Et celle entre M et Z aurait commencé à 10h du matin. On aurait ainsi lissé le nombre de travailleurs dans les transports en commun. Rien de ça n'a été fait. M. Macron, en fait, a fait tout ce qu'il ne devait pas faire et n'a rien fait de ce qui aurait dû être fait. Le point numéro 4, ce sont les conséquences terribles des mesures restrictives qui viennent encore d'être décidées après déjà toutes celles qui avaient été prises depuis le mois de mars, depuis le début du confinement le 17 mars. La première conséquence est une conséquence politique. Je l'ai dit, je reviens, le parfum de dictature qui sent chaque jour un peu plus fort en France. M. Macron se sent tout permis. Il se sent tout permis pour bloquer les Français, détruire tel ou tel secteur d'activité, décider royalement des avis qu'il va écouter qui sont très minoritaires et des avis majoritaires qu'il refuse d'écouter. Au train où vont les choses, je ne serais plus étonné que M. Macron nous informe d'un seul coup qu'il a décidé d'employer l'article 16 de la Constitution et les pleins pouvoirs. Tout ceci s'accompagne d'ailleurs d'un verrouillage chaque jour plus accru de l'information, avec de grandes manœuvres d'achat et de vente de médias entre milliardaires qui le soutiennent. M. Macron est en train de préparer le verrouillage médiatique pour 2022 pour sa réélection. La nouveauté du jour,
c'est que la radio Europe numéro 1 vient de donner un poste de chroniqueuse, de commentateur de l'actualité politique à Madame Tiffaine Auzière. Madame Tiffaine Auzière, qui n'est pas du tout journaliste, c'est une avocate. Mais c'est la fille de Madame Brigitte Trogneux, épouse Macron. C'est la belle-fille de Monsieur Macron. Elle vient d'être embauchée sur Europe numéro 1 et elle vient de consacrer sa première chronique à deviner quoi ? À la défense des mesures annoncées la veille par son beau-père. Eh bien, je trouve que le président a conclu de manière fort intéressante hier lorsqu'il a dit « Nous sommes en train de réapprendre à être pleinement une nation. On s'était progressivement habitué à être une société d'individus libres. Nous sommes une nation de citoyens solidaires. » Je trouve qu'aujourd'hui, voilà, nous sommes face à un choix, celui de pouvoir mettre notre liberté individuelle au service de l'intérêt général. Mais où sommes-nous ? Où sommes-nous tombés ? Même Ceausescu, en Roumanie communiste, n'aurait pas osé. Ceausescu, il avait une fille et 2 fils qui étaient ingénieurs, etc. Il n'aurait jamais osé les faire commentateurs politiques sur une des grandes chaînes de radio de la Roumanie communiste. Il faut que les Français se ressaisissent. La deuxième conséquence est évidemment économique. Il n'y a pas que la catastrophe annoncée dans de nombreux secteurs économiques qui sont déjà durement touchés par le premier confinement. Il y a une autre conséquence économique. Le 7 octobre 2020, on a appris le même jour, d'une part, que les milliardaires, à travers la planète en général et en France en particulier, ont vu s'accroître prodigieusement leur fortune depuis le début de cette année. Au même moment, et c'est le journal Le Monde notamment qui nous l'a appris, en citant une dépêche de l'agence France-Presse, les conséquences de la pandémie ont précipité 1 million de Français dans la pauvreté. Ce basculement dans la pauvreté n'est pas uniquement dû à une conséquence de la pandémie, ça c'est ce que disent les médias. Non, 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 non. Ce basculement dans l'extrême pauvreté de 1 million de Français est dû à la gestion politique de la pandémie par M. Macron. On ne retrouve pas cette évolution en Suède. Ces conséquences vont évidemment s'aggraver avec les nouvelles mesures annoncées de couvre-feu. Alors lorsque M. Macron ou lorsque la chroniqueuse d'Europe numéro 1, sa belle-fille, elle parle du fait qu'on ne doit plus être des hommes libres mais qu'on doit être solidaire, il se moque vraiment du monde. Parce que non seulement on met les Français sous le verrou, non seulement on leur met des muselières toute la journée, mais en plus de ça, on renonce à nos libertés et on accroît de façon phénoménale les divergences sociales, les inégalités sociales. Un tout petit nombre de personnes deviennent immensément riches et 1 million de Français ont basculé dans l'extrême pauvreté. Le 5e point, c'est pourquoi tout ça ? Je vois des responsables politiques, des médecins, Madame Ségolène Royal, des commentateurs de journaux qui disent quand même le gouvernement entretient un effet de panique, c'est l'angoisse, etc. Mais pourquoi tout ça ? Non, M. Macron et son gouvernement, a priori, ne sont pas complètement imbéciles. Pourquoi est-ce qu'ils ameutent la population ? Vous savez, j'ai une devise personnelle, c'est que lorsque je ne comprends pas quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Je ne crois pas que M. Macron, M. Véran et autres prennent ces décisions pour le plus grand bien des Français. Non, 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 non. Je pense qu'il y a 2 raisons principales. La première, c'est qu'ils anticipent éventuellement des poursuites judiciaires. On voit d'ailleurs que des poursuites ont été mises en œuvre avec des perquisitions il y a quelques jours chez M. Édouard Philippe, chez Mme Sibeth Ndiaye, chez Mme Agnès Buzyn. Et donc je pense que c'est peut-être cette peur de procès qui leur disent on va essayer de s'agiter. C'est une des premières possibilités. Mais il y a une autre possibilité, qui n'est d'ailleurs pas exclusive de la précédente. Je voudrais ici vous parler du sujet dont on parle le moins, alors qu'il est peut-être celui où se trouve la clé du mystère.
Il s'agit de l'évolution de la dette publique du fait des mesures prises par le gouvernement. La dette publique en France est passée de 2 380 milliards d'euros au 31 décembre 2019, c'est-à-dire 98,1% de notre produit intérieur brut, de ce que produit la France en une année. Nous sommes passés à 2 638 milliards d'euros, c'est-à-dire 114,1% du PIB au 30 juin 2020. Cela représente une augmentation de la dette de près de 1,5 milliard d'euros par jour. Cette augmentation phénoménale correspond à une augmentation par jour et par habitant de 22,50 €, y compris les bébés. Et pourquoi tout ça ? Ça découle pour une très large part des mesures gouvernementales. À ce rythme, nous atteindrons sans doute les 116-117% du produit intérieur brut à la fin de l'année. Monsieur Le Maire, le ministre des Finances, vient de chiffrer à 1 milliard d'euros le coût supplémentaire du couvre-feu. Il est vraisemblable que ce coût sera très supérieur. Un expert des finances publiques, monsieur François Ecal, magistrat de la Cour des comptes, a récemment imaginé plusieurs scénarios de croissance et de dépenses publiques jusqu'en 2030. Quand je dis imaginer, c'est-à-dire qu'il les a calculés. Ça a donné un article dans le magazine Le Point. Et on nous apprend que dans le meilleur des cas, celui d'une gestion exceptionnellement rigoureuse, comme on est peu capable de le faire, notre endettement, l'endettement de la France, pourrait retomber, si l'on peut dire, à 106% du PIB en 2030. C'est-à-dire que dans 10 ans, il serait encore à peu près 8 points plus élevé qu'au 31 décembre de l'année dernière. Et dans le pire des cas, notre endettement pourrait exploser jusqu'à 173% du PIB en 2030. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nos dirigeants nous forcent à prendre des décisions aux conséquences financières totalement délirantes par rapport aux dangers. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en 2025, 2028, M. Macron ou son successeur, si c'est un successeur dans la veine de M. Macron, si c'est un européiste, pro-euro, pro-OTAN, M. Macron ou son successeur nous expliquera que la dette publique est beaucoup trop élevée et qu'il faut faire des sacrifices. Ils expliqueront que tout ça est de la faute des fonctionnaires qui ne travaillent pas, de la faute des services publics qui ne sont pas rentables, que tout ceci est de la faute des gilets jaunes, que tout ceci est de la faute du Covid. Et donc, ils nous expliqueront que cet endettement qu'ils ont créé eux-mêmes en ce moment, ils sont en train de le créer, ils nous expliqueront qu'ils nous obligent à faire comme la Grèce, parce que 173% du PIB, c'est le ratio de la Grèce avant les réformes. Et ils nous expliqueront donc qu'il faut démanteler EDF. Il y a d'ailleurs actuellement un rapport de la Commission européenne qui envisage le démantèlement complet d'EDF et sa privatisation. Ils nous expliqueront qu'il faut achever de privatiser la SNCF, la Poste, qu'il faut privatiser les pans entiers de notre système de sécurité sociale et peut-être même la sécurité sociale en entier. Et puis ils procéderont, comme en Grèce, au pillage de notre patrimoine national. Je rappelle que la Grèce a dû vendre des îles, l'île près de Ithaque. M. Macron n'est pas à ça près d'ailleurs. Il a déjà bradé Alstom. Madame Macron, pour sa part, a annoncé, alors qu'elle n'en a absolument aucun droit, qu'elle entendait faire vendre du mobilier national, en se prévalant d'ailleurs déjà de la Covid-19, pour financer une fondation pour les hôpitaux. Donc, ce n'est pas faire preuve d'un excès de pessimisme, mais tout simplement de réalisme, en imaginant que dans quelques années, on nous expliquera que si on a 160% de dette du PIB, il faut vendre des joyaux du patrimoine national. Vous le verrez, vous risquez de le voir. On nous expliquera qu'il faut vendre le château de Chambord, par exemple à Gilead Sciences, le château de Versailles,
le château de Chantilly avec ses collections, a autant de fonds de pension américains. Et on nous expliquera, mais non, ça n'est rien. C'est simplement, ils auront des contraintes de présentation au public. En réalité. Et c'est là, peut-être, le point le plus vicieux de toute cette affaire. C'est que la politique menée par M. Macron n'a pour conséquence fatale que de faire augmenter notre dette publique dans un contexte de surabondance des liquidités où de grands investisseurs internationaux ne savent plus quoi faire de leur argent. Sachant que la planche à billets américaine a créé des milliards, des dizaines et des centaines de milliards de dollars factices. Eh bien, ces grands investisseurs prêtent volontiers cet argent à la France et dans 5 ans, dans 7 ans, nous demanderons l'addition et pourront nous dépouiller si besoin est. Imaginez par exemple un couple de Français qui s'est endetté sur 20 ans pour acheter un petit appartement ou une maison à la banlieue, et puis d'un seul coup vous avez une banque qui a envie de faire razzia sur leur maison, et la banque qui va voir, qui paye un médecin pour aller les voir, et le médecin commence à leur dire « Ouh là là, ne sortez surtout plus, rôde la peste bubonique, il faut surtout que vous restiez confinés chez vous pendant 2 mois, et puis 3 mois, et puis 5 mois, et puis 1 an. Mais alors comment va-t-on faire pour travailler et gagner de l'argent ? Ne vous inquiétez pas, répond le médecin, je connais une banque qui va vous prêter de l'argent. » C'est exactement là ça la situation. Et puis le couple ne travaille pas pendant 1 an ou 2, et puis après, d'un seul coup, la banque qui a prêté l'argent vient les voir et leur dit écoutez, maintenant donnez-moi l'argent, et comme le couple ne l'a pas, donnez-moi votre maison. C'est exactement le scénario qui est en train de se passer. Je résume. La gestion de la Covid-19 par M. Macron sur la base d'informations parcellaires et contredites par une majorité de médecins, contredite par une majorité d'États du monde et contredite par l'OMS. Cette gestion de M. Macron a pour conséquence fatale que la France, qui était déjà très endettée, va atteindre le niveau d'hyperendettement de la Grèce d'ici 3 ou 4 ans. Et si la France a atteint le niveau d'hyperendettement de la Grèce dans 3 ou 4 ans, on nous appliquera le traitement de la Grèce, c'est-à-dire la vente de tout notre patrimoine, la division des retraites par 2 ou 3, la privatisation de tous les services publics. En conclusion, nous l'avons vu, nous allons à grands pas à la fois vers une dictature sournoise qui est en train de faire main basse sur nos libertés publiques et sur tous les médias, qui est en train d'interdire de facto toutes les oppositions de se faire connaître, mais nous allons également vers une France dont les dirigeants sont en train de brader tout notre patrimoine restant. Monsieur Macron, qui est un banquier d'origine, connaît ce concept, ça s'appelle le run-off en anglais. Run-off d'une entreprise, par exemple, ça s'appelle la gestion extinctive. Monsieur Macron est en train de procéder à la gestion extinctive de la France. C'est-à-dire qu'il est en train de procéder à son démembrement. Je vais y revenir dans une autre vidéo sur ce qui se passe en Alsace, sur ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, sur ce qui se passe en Bretagne. Monsieur Macron est en train de laisser filer tout notre patrimoine industriel. Mais M. Macron est là, en fait, pour procéder à l'enterrement de notre pays et à son démantèlement. Et face à ce désastre, mais d'une ampleur millénaire, et je n'exagère pas, je suis très solennel, où sont les opposants ? Madame Le Pen a disparu. Elle est, dit-on, sur la réserve. Madame Le Pen soutient l'Union européenne, l'euro, l'OTAN, mais elle soutient aussi M. Macron en disant voilà, il aurait peut-être pu. Je n'ai jamais vu Madame Le Pen expliquer ce qui se cache derrière cette affaire de Covid-19 et derrière la gestion. M. Mélenchon proteste
Mais lui non plus ne veut pas sortir ni de l'Union européenne ni de l'euro. Monsieur Mélenchon, lui non plus, ne montre pas ce qui se cache derrière cette affaire de gestion. Et je n'ai pas entendu parler de l'augmentation phénoménale de la dette publique et du traitement à la grecque que M. Macron et ses successeurs nous réservent. Et les Républicains du temps de Fillon qui n'avaient de cesse que de hurler contre la France en faillite. Monsieur Fillon, en 2012, parlait déjà, écoutez-le, il disait déjà que la France était en faillite, c'était en 2012. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. J'ai dit que la France était en faillite, avec une dette insoutenable. À l'époque, lorsque M. Fillon dressait ce diagnostic, c'était il y a 8 ans, on avait 90% de dette du PIB. Maintenant, M. Macron, qui l'a soutenu, M. Fillon a appelé à voter pour Macron en 2017, M. Macron a fait passer l'endettement de la France à 114%, bientôt 117%. Et on dit qu'ici ou là, il y aurait un certain nombre de membres des Républicains qui appelleraient à voter pour M. Macron en 2022. En réalité, la situation, elle est d'une exceptionnelle gravité. J'insiste sur le fait que l'Union populaire républicaine est la seule grande force politique à vous expliquer que ce qui se cache derrière, c'est un traitement de la France prochainement à la grecque. Je suis à la tête de la seule formation qui, depuis 13 ans et demi, vous dit la vérité et l'explication de ce qui se passe. Si vous continuez à faire confiance à En Marche, j'en parle même pas, mais aux pseudo-opposants PS, PC, ELV, que l'on n'entend pas non plus d'ailleurs sur ces questions, ou bien aussi au Rassemblement national, ou bien à la France insoumise, cela ne changera rien du tout. Et ceux qui sont en train de détruire notre pays arriveront à leur fin et nous annoncerons en 2022 pour la campagne présidentielle que la France doit être réformée de fond en comble parce qu'elle a atteint le niveau de faillite de la Grèce. Je vous conjure de rejoindre la seule et vraie opposition en rejoignant l'Union populaire républicaine, en y adhérant, en nous versant des dons pour faire fonctionner notre mouvement, faire fonctionner ces vidéos, et en diffusant le plus possible autour de vous les analyses que nous faisons. Songez-y, il y va de l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants. Vive la France!